Les Pirons, écrit Sainte-Beuve, étaient une souche de chansonniers, de malins compères et de satiriques. Alexis fut surtout marqué par son père, Aimé Piron, maître apothicaire de son état, qui fut l'ami et le rival de la Monnoye en matière de Noël bourguignon. Alexis Piron hésita longtemps sur le choix d'une profession. Après des études au collège de jésuites des Gaudrans à Dijon et des études de droit à Besançon, il fut employé brièvement chez un financier puis essaya, mais sans succès, le barreau de sa ville natale. Vers l'âge de 20 ans, il composa son ode à Priape, dont l'immoralité, qui fut fameuse, annonçait un vrai talent. Priape est un dieu de la mythologie grecque dont l'énorme pénis est toujours en érection et l'ode de Piron ne put que scandaliser les mœurs de l'époque. Ainsi, cette ode le poursuivit toute sa vie durant. Elle lui fut à la fois un titre d'une gloire quelque peu sulfureuse, en même temps qu'un boulet qu'il dut traîner et qui finit par lui fermer les portes de l'Académie française, en dépit de Fontenelle qui disait « Si Piron a fait la fameuse ode, il faut bien le gronder, mais l'admettre, s'il ne l'a pas faite. Fermons-lui la porte. » Dès que l'ouvrage commença à circuler, Piron fut menacé de poursuites dans sa ville natale de Dijon. Le président Bouillet les arrêta en invitant l'auteur à désavouer sa pièce et en ajoutant « Si le ministère public insiste, je vous autorise à déclarer que j'en suis l'auteur. » L'affaire en demeurera là. Piron resta en Bourgogne jusque vers 1719, criblant d'épigrammes les habitants de Dijon et, surtout, ceux de sa rivale, Beaune. Les mots de Piron contre les Beaunois sont innombrables et souvent féroces. Il les baptisait les « Anne de Beaune », et il commit de nombreuses variations sur ce thème. Ainsi, un jour, il coupait des chardons dans la campagne en disant à qui voulait l'entendre, en guerre avec les Beaunois, « Je leur coupe les vivres ». Une autre fois, au théâtre de Beaune, alors qu'un spectateur se plaignait de ne rien entendre, il s'exclama « Ce n'est pourtant pas faute d'assez longues oreilles ». Vers 30 ans, il vint à Paris. C'était, dit encore Sainte-Beuve, un grand enfant, baudry de 5 pieds 8 pouces, belle mine sans élégance aucune, robuste en tout, avec cela, myope, ce qui lui donnait un air singulier. Pour subsister, il entra comme copiste chez le chevalier de Belle-Île, petit-fils du surintendant Fouquet, qui le payait irrégulièrement. Chez la marquise de Mimeur, il rencontra Voltaire, avec qui il se brouilla aussitôt, et se lia avec la lectrice de la marquise, mademoiselle Quenaudon, dit de Bar, qu'il épousa en 1741. Il commença à percer en écrivant des opéras comiques. La Comédie Française avait obtenu de faire appliquer dans toute sa rigueur un arrêt du Conseil de 1718 qui limitait les spectacles de la foire à un seul rôle parlé et, par conséquent, à un monologue. Cette législation absurde menaçait de condamner à la ruine l'opéra comique dont le directeur, Francisque, se désespérait de trouver un auteur capable d'écrire un bon monologue. Piron, qui vivait alors dans la misère, accepta de relever le défi pour 100 écus. Aujourd'hui pour la livraison de la pièce. Il dit à Francisque, « Voici votre pièce et votre argent. Si ouvrage est bon, vous serez toujours à temps de me payer. S'il est mauvais, jetez-le au feu », ce qui ne manquait pas d'élégance de la part d'un écrivain famélique. La pièce, Arlequin de Calion, 1722, en 3 actes, eut un énorme succès. Piron y a imaginé un arlequin seul rescapé du déluge et qui, tout naturellement, soliloque. Dès lors, Piron, seul ou en collaboration avec Alain-René Le Sage, produisit jusqu'en 1732 21 pièces foraines, souvent des parodies de tragédies ou de grands opéras. Il connut la célébrité, quoique dans un genre mineur et qui ne rapportait que peu d'argent. Piron survécut grâce à l'aide de quelques protecteurs, Madame de Tencin notamment et surtout le marquis de Livry, premier maître d'hôtel du roi, maréchal de camp puis lieutenant général, qui lui fit une pension de 1000 livres et mit un appartement à sa disposition dans son château, où il écrira la Métromanie. Il assistait aux séances du régiment de la Calotte, qui se réunissait à Livry, et appartenait à la Société du Caveau.
fondé par Crébillon fils, grâce à l'appui de son compatriote Crébillon. Selon certaines sources, mais cela semble improbable car, à cette date, il vivait absolument retiré du monde, ou grâce à celui de Mademoiselle Quinault. Selon Piron lui-même, il put faire jouer à la Comédie Française, en 1728, une comédie en 5 actes et en vers qui fut mal accueillie sous le titre Les Fils ingrats et eut, bizarrement, du succès sous celui de l'École des Pères. Il se tourna ensuite vers la tragédie avec l'espoir vain de rivaliser avec Voltaire et Donadé. Pièce médiocre. Calistène, 1730, triompha à la cour mais tomba à la ville. En revanche, Gustave Vassa obtint un grand succès à la Comédie Française. 1733, elle fut suivie par Fernand Cortez. 1744, ces deux dernières pièces annoncent les tentatives du XVIIIe siècle de renouveler le cadre de la tragédie classique, sans pour autant y introduire véritablement d'éléments de pittoresque. En 1738, Piron donna la pièce qui reste comme son chef-d'œuvre, La Métromanie, comédie en 5 actes et en vers écrite en 1736, dont Grimm disait qu'elle vivrait aussi longtemps qu'il y aura un théâtre et du goût en France. Il eut beaucoup de mal à la faire recevoir par les comédiens français parce qu'elle attaquait Voltaire, rival juré de Piron, et ne fut créée que sur l'intervention de Maurepas. Elle réussit brillamment, avec 23 représentations à la ville et une à la cour, mais ne fut reprise que 10 ans plus tard. En 1753, il fut élu à l'Académie française, mais des adversaires exhumèrent la fameuse ode à Priapet. Louis XV refusa de ratifier l'élection. En guise de dédommagement, les partisans de Piron lui obtinrent une pension de Madame de Pompadour égale au traitement d'académicien. Il fut élu à l'Académie de Dijon en 1762. Sa femme, qu'il avait épousée en 1741, sombra progressivement dans la folie. Piron la soigna avec dévouement. Sur ses vieux jours, il devint un peu misanthrope mais gardait quelques amis fidèles. Jean-Jacques Rousseau lui rendit visite pour ses 80 ans et il le reçut en entonnant, d'une voix puissante, le Nunc Dimittis, ce qui fit dire à Rousseau en se retirant, c'est la pitié sur son trépied. Il mourut dans la gêne à l'âge de 84 ans en 1773. Il fut inhumé dans l'église Saint-Roch à Paris.